Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. Au sommaire, un invité américain en exclusivité. Il est mondial, viral, millionnaire et il remplit des stades. Snoop Dogg, Bruce Springsteen, non. La rockstar moraliste. Selon Newsweek, Michael Sandel, prof de philosophie politique à Harvard et auteur de Justice, son dernier essai. En tapant Michael Sandel sur Internet, on découvre en premier lieu une vidéo qui culmine à plus de 6 millions de vues. Justice, une conférence que vous avez donnée dans le cadre de la prestigieuse université d'Harvard où vous officiez depuis déjà 3 décennies. Would it be just to torture the suspect to get the information? Superstar de la philosophie politique, vos conférences ont été diffusées sous forme de séries sur une chaîne américaine et à la télévision japonaise, déclenchant une véritable Sandelmania, et vous avez été désigné personnalité étrangère la plus influente par le China Newsweek en 2010. Et si vous passionnez les foules, c'est parce que vous savez rendre accessibles des concepts philosophiques ou moraux en vous basant sur des cas concrets de la vie quotidienne, des exemples qui parlent à tout le monde. What should be the role of money and markets in our societies? Today there are very few things that money can't buy. Parmi les thèmes récemment traités et débattus avec vos étudiants, on retrouve pêle-mêle la GPA, le mariage homosexuel, la consommation de drogue ou encore la vente d'organes. Sur Internet, vos 3 conférences TED affichent crânement plus de 3 millions de vues. Il y a quelques jours, le compte Twitter de l'université d'Harvard postait une photo de vous à l'âge de 19 ans, en plein débat avec le futur président Reagan en 1971. Aujourd'hui, c'est devant des stades entiers que vous exposez vos théories et que vous fascinez plus de 14 000 personnes, par exemple ici, dans un stade à Séoul. Votre livre Justice est un best-seller déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires à travers le monde. Il sort enfin en France aux éditions Albin Michel. Alors Michael Sandel, comment comptez-vous procéder pour que nous tombions à notre tour sous le charme de votre pensée ? Merci Damien Cabrespine, bonsoir Nadia, bonsoir Arnaud Le Parmentier, bonsoir Michael Sandel, et là, Justice. Voilà, mais oui, on est obligé de reprendre votre geste si américaine, euphorisante apparemment. Est-ce que être philosophe et rockstar, il y a une contradiction dans les termes ou pas, finalement? Je vais vous dire ceci. Quand nous avons décidé de mettre les conférences en ligne, c'était une expérience. Nous n'avions pas prévu qu'il y aurait des dizaines de millions de gens à travers le monde qui s'intéresseraient à suivre des conférences sur la philosophie. Alors moi, ça m'a stupéfait. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui est passé et ça m'a donné la possibilité de voyager dans le monde entier, de parler à des gens du monde entier venant de différentes cultures pour justement parler de ces questions philosophiques donc, et c'était pour moi une éducation. Ça veut dire que vous avez un génie de la vulgarisation aussi? I wouldn't say that it's vulgarizing or simplifying. Le mot est fort. Et puis, vulgarisation, c'est pas exactement ça, en fait. Ce que j'essaie de faire, c'est de rendre clair et accessible des idées à tout le monde, pas simplement des étudiants, mais les gens qui peuvent comprendre ces concepts sans pour autant simplifier les idées, sans disons, les rendre simplistes. Alors, c'est pas évident, mais ce qui est intéressant, c'est que les citoyens s'intéressent aux questions philosophiques. Ils veulent penser à ces questions profondes et en parler en public. Et ça se fait. Hein, c'est-à-dire que la philosophie ne doit pas être, disons, dans une sphère lointaine du public. Dans les sphères éthérées. En 71, on vous a vu, extraordinaire photo. Vous êtes jeune, vous êtes merveilleux. Juvénile. Et vous faites venir, juvénile, c'est le moins qu'on puisse dire, vous avez l'air d'avoir 12 ans, et vous faites venir Ronald Reagan à Harvard, enfin dans votre fac. Ça veut dire que déjà vous aviez le goût aigu de la controverse. Et comment voyez-vous, 40 ans plus tard, l'Amérique qui a donc été balayée par cette vague de libéralisme et cette foi délirante dans le marché? Est-ce que c'est ça qui vous a conduit à vous interroger sur la justice qui manque? C'était justement l'une des voies qui m'a amené à cela. Lorsque j'avais 19 ans, alors évidemment j'avais les cheveux plus longs à l'époque, à part ça, j'estimais que j'étais vraiment un véritable maître du débat, de la joute oratoire et que je pouvais certainement vaincre le gouverneur de Californie qui était à l'époque Ronald Reagan. Et puis je me suis rendu compte que même si mes questions étaient difficiles, il était capable de réagir. Pourquoi? Parce qu'il a écouté avec
beaucoup de respect, même si dans le public, enfin, parmi les étudiants, tout le monde était contre lui et ses idées. Mais force est de remarquer que lorsqu'il est devenu président, ça c'était 9 ans plus tard, en 1980, eh bien, il a lancé effectivement une espèce de libéralisme intégriste qui a influencé les mouvements et les partis politiques, même ceux qui l'ont suivi du centre-gauche, n'ont pas remis en cause l'axiome selon lequel c'est par le marché qu'on, disons, réalise le bien public. Et je crois que c'est des questions qu'il faut mettre en cause aujourd'hui. Alors, on est plus de 35 ans plus tard. Vous parlez de la justice. C'est une justice que vous opposez à l'injustice ou une justice que vous opposez à l'inégalité? Écoutez, c'est justement les deux. Et la question est de savoir la relation entre l'égalité d'une part et la justice de l'autre. Alors, quelles seraient les formes d'inégalité que l'on voit se développer de plus en plus? Quelle forme d'inégalité, donc, constitue une forme d'injustice? Et cette question n'est pas évidente. Moi-même, je me dis que les inégalités que nous connaissons aujourd'hui sont essentiellement injustes, mais également vont à l'encontre de la démocratie. Mais surtout, ce qui compte, c'est que cette question fondamentale que vous posez à juste titre, cette question-là doit être au centre du débat politique. Il est quand même assez étonnant de voir que justement, cette question est peu abordée. On voit le succès de Trump, de Sanders dans les deux primaires américaines. Ce n'est pas justement cette révolte contre l'injustice, l'inégalité qui se fait sentir? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de triompher avec Trump et Sanders? Triompher, en tout cas, je ne voudrais pas assumer la responsabilité de l'élection. Bon, mais par contre, à la fois Trump et Sanders, de façon différente, l'un à gauche et l'autre à droite, l'un et l'autre, d'une certaine façon, remettent en cause ces grands... disons ces axiomes. Ils répondent à une véritable insatisfaction du public et des électeurs devant le vide, disons, intellectuel devant ces questions. C'est-à-dire qu'on évite de poser ces questions qui fâchent dans le débat public, dans le débat politique, sur la justice, sur l'égalité et l'inégalité, le sens même du bien public, ces questions qui sont quand même souvent très controversées, eh bien les grands partis ne les posent pas. Michael Sandel, Nadia voudrait vous interpeller sur justement la notion de morale appliquée à quelque chose d'extrêmement concret qui concerne notre corps. Oui, et l'argent, puisque dans ce livre, comme dans le précédent qui s'appelle « Ce que l'argent ne saurait acheter », vous évoquez la façon dont la loi du marché, l'économie marchande, ont envahi des domaines qu'on croyait plutôt protégés, comme l'amour, comme l'amitié, comme la justice et la maladie. Et ça fait effectivement écho à des débats qu'on a en France en ce moment sur l'argent et le corps des hommes et des femmes, puisque la semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté la pénalisation des clients de prostituées. Ça veut dire concrètement que l'achat d'actes sexuels sera sanctionné par une amende. Et puis à l'inverse des États-Unis, où la gestation pour autrui éthique est autorisée dans certains États, aujourd'hui, en France, en tout cas, la question des mœurs partout, c'est très tabou. Quel est votre sentiment à vous? Est-ce qu'on peut louer le corps de quelqu'un pour un service sexuel ou pour avoir un enfant? Alors, sur le plan moral, à mon sens, la question est quand même assez problématique, c'est-à-dire d'introduire des notions monétaires dans les questions liées aux relations sexuelles et effectivement aux questions donc de procréation assistée, disons. Mais c'est des questions dont il faut parler ouvertement, et il faut mettre les arguments sur la table, les arguments moraux et spirituels de part et d'autre de cette question. Ces arguments doivent trouver leur place dans le débat public et nous avons tendance, une fois de plus, à laisser la moralité en dehors, si vous voulez, de la discussion. C'est une erreur parce que c'est justement cette absence de questions qui rend, disons, un peu vide et creux le débat public en ce moment. Michael Sandel, on a tendance à dire évacuer la morale du débat public ou évacuer la religion et la spiritualité du débat public? Alors attendez, ce que je vais vous dire va vous paraître peut-être contestable, mais surtout ici en France, compte tenu qu'il y a des... laïcité. Justement, de cette question de laïcité, moi je serais plutôt en faveur d'un pluralisme plus robuste qui accueillera tous les arguments et toutes les voix, d'où elles viennent, et d'où qu'elles viennent et quelle qu'elle soit leur source, que ce soit des arguments laïcistes ou au contraire, disons, spirituels.
parce que nous ne pouvons pas savoir à l'avance quels seront les arguments moraux qui pourront persuader nos concitoyens. Et nous ne respectons pas suffisamment nos concitoyens, justement, si on les oblige à laisser de côté une partie de leur identité dans le débat public. Alors, je sais que cette position est contestée par certains. Alors, si on revient sur un problème moral qui déchire profondément l'Europe, ce sont les réfugiés. Il y a ceux qui disent qu'il faut accueillir les réfugiés, c'est moral, ça correspond à nos valeurs. Et ceux qui disent qu'il y a trop de réfugiés, on va avoir l'extrême droite au pouvoir dans l'Europe. Donc entre la démocratie et l'accueil des réfugiés, vous, comment vous traitez ce problème, j'allais dire casuistique, presque jésuite, sur quelle morale faut-il privilégier ? Écoutez, ça vous paraîtra peut-être là justement un raisonnement casuiste, mais ce qu'on essaye de faire quand même, c'est de favoriser un dialogue justement sur les principes moraux qui sous-tendent le débat concernant justement les réfugiés, l'immigration, les frontières nationales, la question même de savoir si le patriotisme en soi est une bonne ou une mauvaise chose. Et ce que je dis, c'est que les arguments qui doivent pouvoir avoir leur place dans la question justement des réfugiés et des immigrés doivent venir de toutes les questions qui préoccupent nos concitoyens. Donc la question de savoir comment traiter justement les réfugiés qui évidemment arrivent en grand nombre en Europe, c'est là que se posent les grandes questions morales actuellement. Et dire qu'on peut traiter de cette question en termes simplement technocratiques sans poser les questions morales, je crois que c'est une illusion dangereuse. Merci Michael Sandel. Vous prenez des auditeurs libres de plus de 50 ans comme élèves, apprentis, philosophes. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Merci encore d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Ce livre est sorti il y a une semaine en France, 3 millions d'exemplaires déjà vendus et sans doute un destin similaire en France et dans toutes les traductions de votre dernier essai, Justice. Merci encore. Thank you.